Décroissante, comme l'on préférera, mais s'apparente aux armées. Vous savez, nous avons parlé dans la dernière cassette de ce terme employé par Nelson Pessoa. Nelson qui dit, avant le saut, il faut armer le cheval. Armer. Armer, c'est-à-dire renvoyer le poids au-dessus des propulseurs afin que ceux-ci puissent le projeter sur la trajectoire. Action décroissante, armée, la recherche est la même. La seule différence, c'est que l'on peut armer par une action plus rapide, un demi-arrêt par exemple, alors que l'action décroissante, elle, est plus progressive. Mais l'objectif demeure absolument le même. Regardons cette cavalière. Voilà, eh bien, c'est une action décroissante pour armer le cheval. Encore, la différence entre les deux est infime. Voilà. Elle a mis la masse au-dessus des propulseurs en fonction de l'angle de la trajectoire. L'avantage, à mon sens, est que si on systématise ces reports de poids sur les hanches, on pourra alors toujours les obtenir en parcours. Regardez par exemple cette cavalière. Son cheval, jusqu'ici, a été obéissant. Oui, mais il est net que dans cette dernière ligne, il lui échappe un peu et qu'elle n'obtient pas le report sur les hanches qu'elle souhaiterait. Eh bien, moi, je pense que si ce même cheval avait été automatisé, mécanisé en action décroissante, elle n'aurait pas ces mêmes problèmes et donc ce risque de faute. Voyez la défense du cheval. Le problème de l'obstacle sera toujours le même, la facilité avec laquelle le cavalier peut renvoyer du poids sur l'arrière-main. Au sujet de cette notion d'armer le cheval, c'est-à-dire de renvoyer du poids sur une arrière-main qui s'abaisse, nous allons vous montrer quelques images d'un petit film merveilleux d'humour, mais aussi d'intelligence équestre. Un petit film qui a été réalisé par John Whitaker et Geoff Bellington. Écoutez d'abord le dialogue entre deux et ensuite la démonstration qu'en fait Bellington. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu essayes de faire passer le poids du corps vers l'arrière? Le cheval a toute sa puissance dans les postérieurs. C'est pour ça que je veux que le poids du corps soit sur l'arrière. Je crois que j'ai compris. Je peux te montrer? Si on arrive devant un obstacle et que le cheval a l'arrière-main trop loin derrière, qu'il est complètement étiré, on n'a aucune détente. Tandis que s'il soulève bien les postérieurs, le cheval peut passer n'importe quel obstacle. C'est bien ça? Mettre un vertical d'1,10 m et venir de loin dans un galop moyen. À une trentaine de mètres de l'obstacle, commencer par de petites actions brèves, données simplement par le jeu des doigts, sur un angle de 20 à 30 degrés au-dessus de la bouche du cheval, et toujours au moment du troisième temps de la foulée de galop. Alors demander un report de poids sur les hanches. La plupart du temps, les premières fois, le cheval résiste. Dans ce cas, arrêtez sèchement, avec un gros éclat de voix, pour signifier au cheval qu'il vient de commettre quelque chose de mal. Reculer de 7 à 8 mètres, mettre en récréation pour retourner devant l'obstacle et recommencer. Après plusieurs fois, le cheval va commencer à obéir à ces reprises. Mais l'obstacle se rapprochant, il résiste à nouveau. Même processus, arrêt sec, éclat de voix, reculer. Et là maintenant, il faut recommencer, et sans jamais franchir l'obstacle, tant que l'on n'obtient pas
un mouvement régulier avec des grammes dans les doigts. À ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, on pourra sauter effectivement l'obstacle. Autrement dit, jamais, jamais avant le 15e, 20e, 40e à bord. Il arrive même, avec certains chevaux, que l'on vienne ainsi durant 2, 3 jours de suite, toujours sans sauter. Surtout, il faut impérativement que le cheval continue à reculer son centre de gravité durant les dernières foulées précédant la battue. En général, dès qu'un cheval a effectué 2 à 3 sauts de la sorte, il obéit aux ordres de reprise assez facilement. Pourquoi? Mais mon Dieu, parce qu'il a compris qu'en abordant ainsi l'obstacle, d'abord il saute en toute sécurité, plus facilement et en faisant moins d'efforts. Bien entendu, peu à peu, le mouvement doit s'effectuer de plus en plus vite pour habituer le cheval à des reprises de plus en plus rapides. Car évidemment, il faut pouvoir en parcours obtenir ce mouvement, quelle que soit l'allure avec laquelle on arrive dans la zone d'abord. Dès que le cheval a compris l'action décroissante, il faut chaque jour lui faire effectuer une dizaine de sauts. Les premiers jours avec arrêt immédiat après l'obstacle et recommencer. Ensuite, on doit enchaîner quelques obstacles, mais à chaque fois, après un saut, faire allonger le cheval pour effectuer une action décroissante très nette sur l'obstacle suivant. Et ceci, écoutez bien, doit se faire durant environ 4 semaines. 4 semaines durant lesquelles le cheval ne franchira un obstacle qu'après cette action décroissante. Plus le cheval obéira rapidement, plus on pourra commencer à demander l'action décroissante plus tard. Attention, attention de ne pas avoir un report de poids trop rapide au début de l'action, sinon on ne pourrait plus continuer durant les dernières foulées. Or, c'est au contraire durant ces dernières foulées que le recul du centre de gravité doit être le plus important. Après ces 4 semaines, mais alors seulement, le cavalier pourra commencer à varier ses abords en action constante, en action décroissante, en action croissante. Oh là, oh. Immobile. Lâche les rênes. Le stade suivant sera celui de ce que j'appelle l'automatisation. Autrement dit, le saut de précision, mais sans le problème chronométrique. L'automatisation, c'est aller vers un obstacle dans une certaine cadence. Cadence, attention, qui peut varier au gré du cavalier, selon certains paramètres, dont la taille et la forme de l'obstacle à franchir. Le très important, disons même le fondamental, c'est que le cheval, quelle que soit la cadence prise, soit dans un équilibrage lui permettant ou de reporter légèrement de poids sur son avant-main pour partir de plus loin, ou au contraire, en renvoyer sur ses hanches pour prendre sa battue de plus près. Ça, c'est au cavalier à sentir et à mettre son cheval dans cet équilibrage parfait. Une fois prise la cadence voulue et le réglage de l'équilibrage effectué, le cavalier doit continuer vers l'obstacle, surtout sans plus rien changer. Ceci jusqu'à l'instant où il visualise son abord, qu'il voit comment se présentent les dernières foulées. Et alors, mais alors seulement, il donne les ordres correspondants. Là, par exemple, la foulée se présentait à un bon emplacement. Il est donc venu dans ce que l'on peut appeler un équilibrage constant. Au contraire, là, voilà, maintenant, il vient de voir qu'il devait allonger pour partir de loin. Autre cas de figure, le cavalier vient, maintenant il voit qu'il doit comprimer ses foulées pour partir de près. Bien entendu, il ne doit jamais exister la moindre tension dans les rênes, car celle-ci prouverait que le cheval s'appuie sur la main,
donc tire, et donc il n'est pas en équilibre. Dès qu'il se trouve dans l'axe de l'obstacle à sauter, le cavalier doit s'installer sur ce que je nomme le poste de contrôle. Cavalier assis dans sa selle pour avoir son cheval devant lui et la complète efficacité de ses jambes, qui peuvent agir alors par une pression d'arrière en avant, soit légèrement en rebrousse-poil, ce que ne peut faire un cavalier en équilibre sur ses étriers. Les mains du cavalier doivent être au-dessus de la bouche du cheval sous un angle d'environ 20 à 30 degrés. Pourquoi appelons-nous cette attitude poste de contrôle? Eh bien parce que si le cavalier est ainsi, le cheval ne peut pas reporter de poids sur ses épaules, puisqu'il lui est impossible d'allonger son encolure vers le bas. Donc, tant que le cavalier est fixe à ce poste de contrôle, le cheval devra rester dans un même équilibrage. Alors que, sur des mains basses, il peut parfaitement, s'il le veut, baisser son encolure pour passer sous la main et ensuite s'appuyer soudain de toute la puissance de sa ligne dorsale. Donc, toujours, en rentrant dans la zone d'abord, se mettre au poste de contrôle et dans une totale fixité. Car, n'oubliez pas, un ordre n'est vraiment et immédiatement clair pour le cheval que si l'action qui le donne a été précédée par une immobilité complète. Vous savez, il est nécessaire qu'un cavalier puisse placer exactement la battue de son cheval à l'emplacement qu'il a choisi. Parce que la chose est nécessaire en parcours. Par exemple, tenez, pour entrer dans une combinaison. Pour travailler cette question, il faut mettre devant un obstacle des repères correspondant avec des emplacements de battue, près, moyen ou loin. Ah, bien sûr, au début on ne réussit pas tout de suite, mais peu à peu le cavalier parvient à pouvoir à chaque fois placer sa battue exactement où il veut. Battue de loin, battue moyenne, battue de près, et encore une fois, battue de loin. Il existe d'ailleurs un jeune cavalier qui pratique exactement ces exercices. Regardez, voilà, c'est un certain John Whitaker. Voilà. C'est un bon exercice à leur apprendre. Bien appréhender une enjambée de manière à savoir à quel endroit le cheval doit prendre son appel. Il faut donc pratiquer ces exercices très souvent, car ils ont de plus un autre avantage, et je dirais même un gros avantage. Le cheval, durant les foulées précédant l'obstacle, reçoit donc des ordres, et des ordres très précis de son cavalier. Et alors tout naturellement, il prend l'habitude d'attendre ces ordres. Or, un cheval qui guette les ordres y obéit fatalement, rapidement, spontanément et avec précision. Un départ de près. Et pour finir, encore un départ de loin. Voilà.
Aujourd'hui, quel cavalier ne mesurerait pas soigneusement les distances entre les obstacles? Et il conclut, il y a 5 foulées, ou 4, ou 6. Il conclut cela d'une façon péremptoire. Bien, alors, je voudrais dire un tout petit mot. Je crois que je peux me le permettre parce que, je vais vous faire une confidence, j'ai été le premier cavalier, sûrement en Europe, probablement au monde, mais sûrement en Europe, à mesurer les distances entre les obstacles. Car autrefois, cela ne se pratiquait absolument pas. Je dirais même mieux, nous étions très peu à mesurer à l'intérieur des combinaisons. Et pourtant, à l'époque, les distances étaient très variées dans les combinaisons. Alors, quand j'ai commencé à mesurer entre les obstacles, puis je l'ai fait sous les colibets de mes camarades, qui riaient, qui n'en comprenaient absolument pas l'intérêt et l'utilité. Bon. Alors, c'est pour ça que, quand j'entends un cavalier dire « il y a 5 foulées », je dis non, non, en fonction de beaucoup de paramètres, du cheval que l'on monte, alors, du métrage que l'on a calculé, du parcours que l'on a à faire, etc. En fonction de tous ces paramètres, c'est le cavalier qui va décider combien de foulées il veut faire. Tenez, je vais vous raconter une anecdote qui, je pense, éclaire bien le problème. Vous savez, le premier champion du monde de saut d'obstacle a été Paco Goyoaga. Or, Paco, à l'entraînement, souvent, il mettait un double à 9,75 m. Et, à volonté, il faisait une foulée, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. 7 foulées, vous entendez bien. Dans 9,75 m, il pouvait parvenir, s'il le voulait, à faire 7 foulées dans cette combinaison. Ce n'est pas par hasard que Paco a été champion du monde en battant les plus grands cavaliers de son époque. Non, c'est pour ça qu'il faut mesurer, mais après, pour pouvoir, je le répète, en fonction des paramètres, décider du nombre de foulées que l'on fera. Il n'y a pas un contrat, comme l'on dit. Mais d'ailleurs, et avec toujours beaucoup et beaucoup d'humour, vous allez voir ce qu'en pensent John Whitaker et Geoff Bellington. Un pas du cheval correspond à 4 de mes pas. Every 4 strides that I take is one of his strides. 1, 2, 3, 4. Un pas. 1, 2, 3, 4. 2 pas. On va pouvoir compter jusqu'à 4 tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Et le cheval sautera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne l'applaudissez pas. John, j'avais dit 4. John, I said 4. Go faster. Allez plus vite. 1, 1, 2, 3.